Bonsoir, excusez-nous donc pour l'attente. Donc je suis très heureuse de vous retrouver pour ce séminaire doctoral, art et corporéité, forme et instruments, donc pour une deuxième année. J'ai déjà indiqué les choses suivantes, à la fois des permanences et en même temps des ruptures. Des permanences puisqu'on continue de le porter à 4, moi-même, Jean-Michel Legnaud, Solveig Serre et Luc Troben, et en même temps du côté des ruptures. Des orientations qui sont un peu nouvelles, puisque cette fois-ci, depuis le début de l'année universitaire, la gouvernance est triple, et il me semble que c'est une gouvernance qui est utile, qui est très pertinente et qui est assez facilitatrice pour les transferts culturels dont on a envie ici d'étudier à la fois les systèmes, les modèles et les valeurs. Effectivement, donc c'est un séminaire doctoral qui est porté par l'École des Chartes, qui est attentive, vous le savez, dans son ADN, on va dire, à des lectures savantes et à des lectures érudites qui reposent sur une administration de la preuve, qui est inscrite véritablement au centre de son dispositif de travail. L'école pratique des hautes études qui nous rejoint donc cette année avec son équipe de recherche ISTARA 7347, et de la sorte, c'est vrai que nos questionnements vont aller du côté de l'histoire culturelle du politique, en même temps qu'il se dirige aussi vers l'histoire politique du culturel. Et puis le troisième partenaire de cette opération, c'est PSL Research University, qui par sa force de proposition multiplex, quand elle est véritablement un campus international, nous permet, je crois, de nous installer à l'articulation, ou en tout cas à un certain nombre d'articulations que je trouve tout à fait intéressantes dans le cadre de ce séminaire, c'est-à-dire à la jointure de l'art et de la science, à la jointure des formes et de la technique, et à la jointure du qualitatif et également du quantitatif. Qu'est-ce qu'on fait dans ce séminaire, donc, qui existe, je le répète, donc, depuis une année, deuxième année de séminaire? On y réfléchit à la manière d'un chiasme, à la façon dont le corps fabrique l'univers des formes, Malraux-Sick, lorsque l'art, de son côté, courbe et met en geste et bouscule un corps, lui-même devenu instrument, puisque le corps crée la forme, un corps qui devient forme aussi lui-même parce qu'il dicte le biomorphisme des instruments. J'ai déjà expliqué les trois thématiques axiologiques que nous développons ici. Premièrement, on étire le corps et on réfléchit à la triade corps, corporalité, corporéité, à chacun de ces concepts, corps, corporalité, corporéité, et également à la triade telle qu'elle fait sens autour des 3 C. Et là, j'ai déjà exposé ma bibliographie critique, Pigarello, Glaise, Deleuze, Foucault, Mauss, bien sûr. Deuxièmement, on tord, ou en tout cas on essaye de tordre le tandem art social et confort. Et là, cette fois-ci, je convoque Leroy-Gourhan et Mauss encore. Troisièmement, on explicite un autre binôme, design et fonction, fonction et design, bonsoir. Et là, cette fois-ci, j'utilise et je travaille essentiellement avec les Baudrillard, de Lefebvre et Rancière. Ces 3 noms, bien évidemment, qui sont reconvoqués et réactualisés par le renouvellement historiographique, me semble-t-il, tout à fait intéressant, tel qu'il s'est développé dans la sphère hexagonale, mais internationale aussi, depuis le coude des années 2010. En définitive, dans ce séminaire, la question qui est assez centrale, rectrice, c'est la question du geste, le geste qui se trouve véritablement au centre, un geste que j'essaye de mettre en catégorie et que j'essaye d'installer dans un certain nombre de familles. J'ai bien conscience en même temps que cette mise en geste, ces typologies, ces familles, ces clans, ces ensembles, ces répertoires d'action, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant et nécessaire en brique première, mais évidemment c'est une incitation à aller plus loin, dans la mesure où je postule qu'il existe un geste à l'œuvre, un geste tiret œuvre, et ce geste tiret œuvre, singulièrement, j'ai envie de le désigner, de le qualifier et de l'identifier, à la fois de façon théorique et générique, mais aussi j'ai envie de le regarder tel qu'il peut fonctionner sur le plan expérientiel et sur le plan expérimental aussi, ce n'est pas la même chose. En exergue, j'ai déjà cité Agamben la dernière fois, je recite la citation qui me paraît belle et intéressante, presque pour donner le là idéologique de la séance de ce soir. La citation en question est la suivante. « Geste est le nom de cette croisée où se rencontrent la vie et l'art, l'acte et la puissance, le général et le particulier, le texte et l'exécution. Fragments de vie soustraits au contexte de la biographie individuelle et fragments soustraits au contexte de la neutralité esthétique. Pure praxis, ni valeur d'usage, ni valeur d'échange, ni expérience biographique, ni événement impersonnel. Le geste est l'envers de la marchandise. » J'avais envie aussi, je l'avais cité la dernière fois, de convoquer Roland Barthes
autour de l'Empire des signes lorsqu'il dit la phrase suivante: ce n'est pas la voix, c'est tout le corps, les yeux, le sourire, la mèche, le geste, le vêtement qui entretient avec vous une sorte de babyle. Donc il regarde le corps dans son intégralité, il réfléchit également, c'est une question qui va nous intéresser ce soir, à la notion de posture, qui me paraît être une notion tout à fait intéressante. Posture du corps, posture de l'esprit, posture du corps et de l'esprit, les deux tout ensemble, ce qui nous font regarder à la fois la question du regard, la question de la parole et aussi la question du silence. Ce soir, la thématique qu'on aborde est une thématique assez, sinon singulière, en tout cas plus éloignée des objets d'étude qui sont les miens de façon générique. Pour présenter la séance de ce soir, j'avais dit les choses suivantes. Je rappelle simplement que lors d'une première séance de ce séminaire, on a réfléchi de façon générale avec Michel Guérin, philosophe, au geste dans sa technicité, dans sa motricité et dans son encours. Deuxième séance, on a considéré le corps tel qu'agissant véritablement dans la manière où il fait art, et ça j'en ai discuté avec le philosophe, poète et plasticien David Napoli. Ce soir, donc deux invités qui sont artistes designers, Pierre-Emmanuel Meunier et Joanne da Silveira, et j'ai envie qu'on entreprenne un débat comme on le fait en fait à chaque fois, c'est-à-dire non pas des blocs de communication, mais véritablement quelque chose qui s'inscrive sur le modèle de l'échange, entre nous trois bien sûr, et avec vous tous si vous voulez bien, un débat sur la mécanisation, la massification des pratiques socioculturelles et artistiques du tatouage. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de revenir sur les fondamentaux esthétiques et symboliques des corps tatoués. On va questionner finalement autour du tatouage un certain nombre de valeurs qui me paraissent intéressantes et que je ne pose pas comme des données au site kantien, au sens kantien du terme, mais véritablement comme des choses que j'ai envie de questionner ce soir. En tout cas pour moi qui ne sont pas des données, qui ne sont pas des choses qui sont déjà posées comme étant tout à fait existantes et à ne pas discuter. Donc j'ai envie qu'on questionne autour du tatouage les valeurs d'appartenance communautaire et un oxymore aussi l'unicité de chaque dessin corporel. C'est-à-dire qu'il y a, me semble-t-il, une notion générique autour du tatouage, de la même façon qu'il y a une hyper-singularité aussi évidemment de chaque dessin corporel. J'ai envie que l'on réfléchisse à la façon dont la chair, et là j'emploie le terme de chair dans le sens merleau-pontien du terme, comment la chair, par le tatouage, par les tatouages, par un recouvrement in extenso ou bien par des parties, cette question du segment et cette question du in extenso bien évidemment est tout à fait fondamentale. Comment est-ce que la chair, lorsqu'elle est scarifiée, lorsqu'elle est ornée, aussi cette notion d'ornement et de motif me paraît tout à fait intéressant, donc ornée, découpée, recouverte, métamorphosée, cette fois-ci au sens de la métamorphose malrussienne. Elle compose un arti-body ou un body-arti. Les deux choses sont tout à fait différentes. J'aimerais qu'on réfléchisse aussi à ces questions de lexique. Il me semble que ces questions du tatouage, elles sont tout à fait intéressantes lorsque elles révèlent véritablement le syndrome d'une société. J'avance la notion de syndrome en me fondant sur les travaux d'Henri Rousseau, tels qu'il les a fait pour le syndrome de Vichy. Donc c'est de ce syndrome-là dont je parle. Comment est-ce que le tatouage est un syndrome d'une société à un temps T? Donc cette question du syndrome, elle me paraît tout à fait importante. Donc comment est-ce que le tatouage, les tatouages, un tatouage, cette question également du déterminant ou d'un indéterminant est tout à fait centrale, est un symptôme et un syndrome, les deux choses, de société où le corps, lorsqu'il est caché ou lorsqu'il est exhibé, lorsqu'il est glorifié ou lorsqu'il est révélé, il est capable éventuellement de surplomber la douleur ou pas, il est capable de performer une esthétique ou pas, où les codes de la beauté, et là je renvoie à Jean Starobinski sur les questions de beauté, procèdent d'une inscription culturelle dans le derme mental, mais un derme aussi bien évidemment qui se trouve sous la peau. J'avais envie, peut-être sans être trop longue ce soir, mais d'organiser peut-être la note séminale que je fais à chaque fois de la façon suivante, comme un prologue qui se distribuerait de la façon suivante. Peut-être d'abord, peut-être tout simplement parce que c'est mon entrée à moi, ignorante et éloignée du sujet, revenir peut-être un peu sur la notion de légende urbaine qui traîne autour de la question du tatouage, parce que je pense que c'est peut-être ce que l'on en connaît tous, et je voudrais revenir sur cette légende urbaine, ces légendes urbaines, dans la mesure où les récits individuels qui disent
ce que le tatouage fait à l'histoire de chacun, ils me paraissent intéressants, c'est-à-dire entendre le discours mainstream tel qu'il est proposé, on va dire, sur le tatouage au tournant, on va dire, du XXIe siècle. Ensuite, j'aimerais peut-être développer trois entrées qui me paraissent intéressantes, c'est-à-dire le tatouage ou les tatouages tels qu'ils sont regardés, examinés, attrapés et interprétés par les sciences humaines et sociales, par les SHS. Deuxièmement, le tatouage tel qu'il est lu, interprété et vu, cette fois-ci plutôt du côté des sciences dures, et notamment les sciences dures, mais en frontière, les analyses psychanalytiques et cliniciennes qui sont apportées sur le tatouage. Et troisièmement aussi, ce qui m'intéresse, bien évidemment, et là, dans la mesure où je ne suis pas dans la communauté, c'est un discours que je ne connais pas, le tatouage tel qu'il est interprété par les tatoués, c'est-à-dire le tatouage du dedans. Ce qui me semble intéressant ce soir, effectivement, c'est de constamment pratiquer un va-et-vient qui sera intéressant entre le dedans et le dehors de la communauté. Enfin, j'aimerais revenir sur un certain nombre de mots valises qui me paraissent intéressants et finalement je m'appuierai sur ces mots valises pour lancer le débat. J'ai peur que tout ça soit un peu long, donc je vais peut-être un peu couper dans les choses. D'abord, je disais légendes urbaines et témoignages, et je lisais un entretien d'une psychosociologue qui me paraissait tout à fait intéressant. Je ne vais pas revenir sur les autorécits ou les rétextes qu'elle a proposés dans une enquête de terrain qui a duré pendant 3 ans, qu'elle a menée. C'est intéressant parce que les questions de territoire signent le discours tel qu'il est proposé. C'est une enquête qu'elle a menée en France, à Amsterdam, aux États-Unis, en Sicile et également, que je ne dise pas d'ânerie, à Münster. Elle notait de façon assez basique, et donc là on est dans ce discours mainstream, c'est-à-dire un questionnaire modélisé, quantitativiste, pour savoir, avec toujours le même type de questions, le choix d'un corpus bien resserré, tel type de personne, tel âge, tel sexe, telle nationalité, connaissant tel ou tel type de pratique, premier, deuxième, troisième, quatrième tatouage, quel âge, quel rapport, etc. Bref, dans une approche comme celle-ci, ce qu'elle retenait finalement comme explication donnée, je le répète, dans un langage vernaculaire, hein, c'est-à-dire pas un langage académique, comment est-ce que les gens qualifiaient leur pratique personnelle du tatouage. Certains disaient qu'ils conjuraient de cette façon l'angoisse de leur propre disparition. D'autres parlaient de coups de folie. Je prends les termes, hein, les termes tels qu'ils ont été dits, c'est-à-dire que je ne les qualifie pas, je ne les juge pas. Je les expose tels que ressortant de l'enquête. Donc, conjurer une angoisse pour une disparition propre. Deuxièmement, un coup de folie que je ne regrette pas. Troisièmement, transformer une douleur morale en douleur physique. Quatrièmement, un tatouage qui porte mon histoire. Un autre, un tatouage qui est symbole de ma reconstruction. Un autre encore, un tatouage qui rend hommage à mes origines. Un autre toujours, c'est une partie de ma vie, c'est une partie de ma personnalité. Un autre encore, c'est un tatouage pour garder mon père toujours près de moi. En fait, toutes ces choses-là, elles sont relativement intéressantes. J'écoute ces paroles, il me semble qu'elles disent beaucoup de choses. Je n'ai pas eu le temps de vous lire tous les rétextes, j'ai peur que ça nous entraîne trop loin et que ça empêche surtout mes invités de dire ce qu'ils ont à dire, qui est beaucoup plus précis que ce que moi j'ai à dire sur la question. Ça dit à la fois, j'allais dire, je répète, de l'hyper-mainstream, pas très intéressant, et en même temps, ça dit déjà aussi, me semble-t-il, un certain nombre, ça ouvre en tout cas un certain nombre de grandes pistes telles que j'avais, moi, dans mes imaginaires autour du tatouage. C'est-à-dire que ça dit des choses et dans le même instant, ça ne dit pas grand-chose. C'est simplement à l'instant T, une analyse de surface, mais en même temps, d'une façon générale, j'entends les récits, je ne les récuse pas, et je les entends comme des paroles premières dans l'établissement d'un dispositif historien. Toujours en surface, j'ai récupéré un entretien rapidissime, et je le lis aussi de façon rapidissime, d'un tatoueur auquel on pose des questions, là encore, ultra basiques, c'est dans la même enquête, et auquel lui aussi répond de façon très brève, très concise, qui n'est pas non plus totalement inintéressante. On est quasiment dans un jeu de questions-réponses, questions-réponses. Le tatoueur en question a 32 ans, il a 10 ans de pratique, donc c'est un homme. Il est tatoué sur à peu près 95% de son corps, et les personnes qui lui posent des questions sont donc encadrées
par la psy dont j'ai parlé il y a un instant, 2 étudiantes de 18 ans qui viennent de l'université de Créteil et qui sont inscrites en psychologie. Questions et réponses. Question. Le graphisme du tatouage a-t-il évolué? Réponse du type. Oui, beaucoup. D'ailleurs, les tatouages étaient plus souvent en noir et gris, mais actuellement, de plus en plus de personnes demandent des tatouages colorés. C'est un nouveau style de le pointillisme. Question. Quel est l'âge moyen des personnes qui décident de se faire tatouer? Réponse. D'une manière générale, les personnes aux alentours de 30 ans. Question. Quelles en sont les raisons? Réponse. Le plus souvent, c'est pour rendre hommage à une personne qui compte dans leur vie ou qui sont décédées. C'est donc des prénoms, des dates ou des phrases dans ces cas-là. Question. Quelles zones du corps sont les plus populaires auprès des hommes et des femmes? Réponse. Les hommes se tatouent plutôt les bras, les femmes les poignets et les cuisses. Question. Des hommes ou des femmes, lesquels sont les plus tatoués? Réponse. Les hommes sont autant tatoués que les femmes, il n'y a pas de différence. Question. Quelle image renvoie le tatouage dans la société actuelle? Est-ce que cette image a évolué récemment? Réponse. Je dirais que c'est assez mal vu depuis un moment, mais la démocratisation du tatouage et la médiatisation commencent à améliorer l'image que le monde avait du mec tatoué, sikh, qui appartient à un gang, qui a fait de la prison, ou tout autre marginal. Question. C'est un acte que vous considérez comme individuel ou collectif? Réponse. Clairement individuel aujourd'hui. Question. Est-ce donc dans une médiatisation de l'acte individuel actuellement? Réponse. Oui, beaucoup maintenant. On a abandonné l'idée d'acte collectif dans la société actuelle. Bon. Ça, c'était juste pour donner une impression, je répète, de surface, à la fois le discours de la rue et un discours non académique. Je voulais m'engager dans quelque chose d'un peu plus approfondi en faisant des carottages sur la parole académique sur le tatouage. Je ne suis pas certaine d'avoir le temps de le faire, je vais quand même aller plus rapidement. La question que j'avais envie de poser, c'était presque la question du retard finalement de l'objet historique ou de l'objet tatouage dans le champ des visual studies. C'est vrai qu'on a le sentiment que c'est un objet historique qui commence à être saisi, que c'est une pratique qui est entrée dans les études visuelles. En réalité, non, absolument pas. J'ai commencé à faire un micro-sondage en regardant sur les 4 dernières années, à la fois en Europe et aux États-Unis, finalement, très peu de travaux universitaires, très peu de travaux académiques sur la question du tatouage, ou bien uniquement liés ou en connexion, constellation avec ce que fait le musée du Quai Branly, donc dans des orientations très éthniциsantes, si je puis dire, plutôt plus que sociologisantes. Donc, il est tout à fait certain que la requête tatouage, finalement, moi j'ai trouvé simplement 8 thèses, et même pas, c'est pas 8 thèses, c'est 6 masters et 2 thèses qui sont en cours. Il y a 2 thèses qui sont abandonnées, et il y a des thèses qui sont en cours avec des gens qui expliquent qu'ils ont des difficultés. Donc, ça, c'est une question de fond que j'avais envie de poser aussi en début de séance. On a le sentiment d'une hypermédiatisation du tatouage, de sa banalisation, d'une acculturation et d'une assimilation de l'objet tatouage, alors même qu'il demeure à distance dans les études visuelles, pas tellement travaillé, si on veut dire les choses de façon un peu basique et rapide, pas tellement travaillé depuis Michel Foucault. Il y a un moment aussi où il faut dire les choses, c'est-à-dire que vu et revu et recompris et réinterprété de façon extraordinairement différente que depuis Foucault, c'est pas sûr que les choses aient été faites véritablement à fond. La question, je voudrais l'aborder très rapidement là encore, du côté de la sociologie et du côté de l'anthropologie. Après, je passerai aux sciences dures, mais je vais faire rapide. Chez les sociologues, finalement, la grande question qui est posée, et je parle des sociologues tels qu'ils s'inscrivent, on va dire, dans la dynamique de Bourdieu et pas des autres, sans rentrer dans la polémique récente entre les pro et anti-Bourdieu. Chez les sociologues, la grande question, pour ceux qui s'intéressent au tatouage, c'est, pour eux, c'est le thème de l'appartenance à une communauté qui guide le choix des tatouages. Quand j'ai regardé un petit peu ce que je trouvais finalement dans les écrits, c'est ça qui revient tout le temps, c'est appartenance à une communauté ou bien effet de mode. Je lis ce que dit un garçon qui s'appelle Andrew McCarthy, qui est professeur américain en sciences humaines dans le Massachusetts, et lui, il a pu constater que le tatouage, qui reprenait une phrase, qui représentait un objet, qui reproduisait un visage, rendait très souvent un immense hommage intemporel à des personnes adorées ou bien disparues.
Il venait surtout, j'ai pas trouvé que l'article était fondamentalement génialissime, mais j'allais dire j'aurais pu faire j'aurais pu proposer l'interprétation qu'il proposait sans avoir lu son travail. Oui, bien évidemment, il est ridicule de proposer une interprétation générique pour quelque chose qui relève de l'histoire individuelle de chacun. Merci bien, on l'aura compris. Chaque être humain possède une histoire qui lui est propre, et par définition, chaque être humain qui décide de se tatouer propose une page sur son corps. Par définition, une page qui est unique, qui est donc irremplaçable, une page qui est discrète et en même temps une page qui est puissante. Donc les effets de généralisation sont un peu difficiles, me semble-t-il, à faire. En France, il y a en tête, on va dire, et là je ferai très rapidement et plutôt on va voir les choses dans la discussion, les travaux un peu majeurs de David Le Breton. Il y a 2 travaux en cours qui m'ont intéressé, que j'ai lus de près. Le travail d'Élise Muller, le travail de Valérie Roll, et puis il y a bien sûr, on va dire, tous les questionnements de Sébastien Gallo. Je cite ça en début de séance pour savoir tout simplement aussi ce qu'en font mes invités, s'ils les reçoivent, s'ils sont en accord, en désaccord, s'ils les acculturent, s'ils les rejettent, s'ils les répulsent, ou s'ils en prennent des bouts qui sont susceptibles de les intéresser. Il y a, et là j'ai malheureusement pas le temps du tout de voir, mais je livrerai ça dans un papier écrit où on en parlera tout à l'heure dans la discussion, un beau papier que j'ai lu qui s'appelle « Le tatouage ou l'illusion de la liberté ». Et c'est un papier qui a été réalisé cette fois-ci par un sociologue, mais qui est inscrit aussi en philosophie et qui explique que le tatouage, loin au contraire d'un enfermement par un dessin du corps, constituerait au contraire toute une série de possibilités de désempêchement. Cette question de l'homme empêché qui serait désempêché par le tatouage, que je trouve être une belle question. J'ai malheureusement pas du tout le temps de revenir là-dessus. Il est directement en liaison avec les travaux de Le Breton. Je suis obligée d'avancer. Le deuxième travail, c'est le travail d'Élise Muller, qui s'appelle « Une anthropologie du tatouage contemporain », qui m'a intéressée. Parcours de porteur d'encre, là aussi en termes de mots, indépendamment de l'allitération de parcours porteur qui me plaisait bien, j'ai trouvé que la question et la notion de porteur d'encre, c'était une notion qui était intéressante. Après, tout ce qu'elle raconte et les tas de choses sur lesquelles éventuellement je ne suis pas d'accord, là j'avais envie de vous restituer une interview qu'elle avait donnée, et j'ai peur de ne pas en avoir le temps. Son directeur de thèse, c'est David Le Breton. Elle explique tout son processus de travail. Voilà, la différence entre une exception culturelle française, les qualités d'une exception culturelle anglo-saxonne. Je pense qu'on va revenir là-dessus un peu plus tard. Le travail de Valérie Roll, elle qui est chercheuse à Lausanne, c'est un travail peut-être qui m'a paru plus proche de choses qui m'intéressaient, mais en tout cas que je comprenais, qui me parlaient, dans la mesure où cette fois-ci, plus éloignée de la sociologie française et plus proche de la sociologie américaine, elle réfléchissait véritablement, et j'essaye souvent de faire ça, des sociologies de groupe ou des sociologies d'organisation. Son travail m'a plu parce qu'elle étudie essentiellement la façon dont les tatoueurs se sont structurés dans un milieu professionnel cohérent, à la façon également dont ils se sont formés, à la façon dont ils présentent leur travail et à la façon aussi dont ils ont agencé ce qu'ils appellent des studios de tatouage. Donc, elle discute avec bien évidemment les élèves de Le Breton, mais elle fait un pas de côté en réfléchissant, entre guillemets, à cette notion de monde du tatouage. C'est peut-être une notion qu'il faut récuser, je ne suis pas du tout certaine qu'il existe un monde du tatouage, mais sans doute des mondes du tatouage, qui seraient fortement normés, codifiés, avec des habitus sociaux. C'est de ça aussi dont j'aimerais qu'on parle, la question aussi de la profession du tatoueur et ou des tatoueuses, avec un certain nombre de valeurs, de codes et d'heuristiques propres à la corporation, si la notion de corporation fait valeur. Du côté de la parole des anthropologues, donc Sébastien Gallo au centre, une interview que j'ai trouvée tout à fait intéressante. Sébastien Gallo qui m'intéresse dans la mesure où véritablement c'est lui qui est le commissaire de l'exposition de Branly. C'est cette exposition qui fait césure dans la mesure où elle crée véritablement un schisme social très important, c'est-à-dire que la marge vient au centre.
C'est-à-dire que pour la première fois, véritablement, le tatouage rentrant au musée, le tatouage devient une œuvre, le tatouage est sanctuarisé, le tatouage sort des milieux initiés pour irriguer et instiller la société dans son intégrité. Donc là, il me semble que c'est quelque chose de tout à fait important. Gallo explique d'un point de vue quantitatif l'explosion du nombre de tatoués, il explique le sens de l'acte du tatouage, il donne des chiffres, il explique les questions de rite, de passage. Tout ça m'a passionné. Ce qui m'a plus passionné encore, ce sont les actes du colloque qu'il a organisé à l'INHA, qui s'intitulait en 2013 le tatouage au prisme des sciences sociales et de l'histoire de l'art. Là, je ne peux pas revenir dans le détail là-dessus. Je me suis souvenu que j'avais assisté à un bout de présentation, parce que j'étais à l'INHA ce jour-là, donc bizarrerie des choses. Je n'y serais pas allée de moi-même. Micro-incise pour dire, sinon ma défiance, je vais presque utiliser un mot un peu fort, presque ma répulsion pour l'objet en tant que tel, ce qui fait que je suis allée écouter les communications en disant que j'allais vers un objet qui était pour moi répulsif, mais que je ne pouvais pas écouter ma simple répulsion purement instinctive et sotte, et qu'il fallait bien sûr que j'aille vers l'objet qui disait, me semble-t-il, tellement de choses sur la société contemporaine. Pas le temps de revenir sur ce colloque pour lequel j'ai pris des notes, revu des choses, j'avance. Je vais cette fois-ci du côté des sciences dures et psychanalytiques, et alors là, il y a un travail qui m'intéresse beaucoup. C'est une fille qui s'appelle Catherine Rioux, qui est psychologue clinicienne, elle est doctorante en psychanalyse et pratique sociale à P7, et là, elle réfléchit vraiment à toute une série de choses qui m'ont beaucoup intéressée. Elle met en citation, en exergue de tête, une citation du XIIIe siècle qui dit « L'homme est un livre. En lui, toutes choses sont écrites et ses capacités ne lui permettent pas de voir ce qu'il sait. » J'ai trouvé le travail, tel que je l'ai lu, en tout cas dans son découpage, tout à fait remarquable, dans la mesure où elle part d'un portrait, après elle analyse la question du statut de la douleur, après elle réfléchit à la question du masochisme et de la jouissance, et ensuite elle propose un certain nombre de conclusions. Elle fait plusieurs portraits. Je n'ai pas du tout le temps, là encore ce soir. Je vois que je suis beaucoup trop bavarde. Mais je parlerai simplement de celui qu'elle dénomme Dan, et ça nous permet tout de même d'avoir une entrée individuelle avant que mes camarades ne prennent la parole. Elle interroge Dan. Qui est Dan? Dan est cuisinier dans la restauration de luxe. Il est mince, de taille moyenne, presque entièrement vêtu de noir, son crâne est rasé, et lorsqu'il enlève sa veste, ses tatouages qui dépassent de son t-shirt se voient, puisque son t-shirt a des manches courtes. Dan est très dévalorisant par rapport à son égard, il raconte qu'il a été un enfant battu, il est très intéressé par l'iconographie religieuse, exprès je dis les choses en dévalant comme une liste à la écho, vous comprenez bien ce que je veux dire. Il dit qu'il a fait ses tatouages de telle façon que lorsqu'il travaille, personne ne puisse les voir. Il dit lui-même que c'est un garçon très timide, qu'il était asocial, et que le tatouage lui a permis d'aller au-delà de sa timidité. Dan explique qu'elle a commencé à dessiner les motifs de ses tatouages qu'il aimerait se faire lui-même. Donc que c'est un dessinateur, et un dessinateur qui n'a pas trouvé justement une page suffisamment intéressante sur le papier, et que c'est son corps qui lui est apparu comme devant être la page sur laquelle il avait envie d'exercer son dessin. Il raconte la chose suivante, il dit « C'est seulement à 26 ans que j'ose faire le premier pas. Alors je me fais tatouer les parties du corps selon l'ordre suivant. » Cette question de l'ordre de la série aussi me paraît tout à fait intéressante et je voudrais avoir bien évidemment le sentiment de Pierre-Emmanuel et Johan sur la question. Le dos, les bras, les jambes, le torse, le sexe, les mains, les pieds, le lobe de l'oreille, à l'intérieur de la lèvre inférieure. Il envisage aussi de se faire tatouer les genoux mais il hésite. C'est très douloureux, c'est comme si mon corps n'en pouvait plus, sick. Puis il décide de se faire tatouer sur le sexe un triangle et un rectangle non attachés, ce qui forme une flèche. La direction se situe vers l'avant, dit-il. Il ajoute qu'il s'est fait poser aussi des piercings, ce qu'on appelle le prince Albert, qui traverse l'urètre, ainsi qu'un appât de ravia qui passe sur le dessus du gland. Il a continué sur son sexe en se faisant poser des implants. Il dit que certaines femmes partent en courant, sick, que d'autres le harcèlent après avoir essayé. Il ajoute « Avant, je pouvais le cacher, j'avais l'effet de surprise sur la femme, mais maintenant, à cause de la réputation que j'ai acquise, sick,
Beaucoup de monde me connaît, mais pas t'en parle, donc il n'y a plus d'effet de surprise. Maintenant, il y a des femmes qui viennent exprès pour ça. Il explique les tatouages suivants qui sont dessinés sur ses mains. Il explique que les tatouages en question sont faits à l'encre blanche pour que cela ne se voit pas. Sur la gauche, on peut lire hate et sur la droite, on peut lire love. Bien évidemment, on ne peut que penser au pasteur Robert Mitchum avec son tatouage Love and Hate dans la fameuse Nuit du chasseur. Je voulais en parler tout à l'heure, j'avance. La question du statut de la douleur, je souhaite qu'on en parle aussi ce soir. Là aussi, je disais tout à l'heure, pas de données au sens kantien du terme, c'est-à-dire que je récuse toute interprétation et toute discussion autour du tatouage en disant la douleur, ça n'existe pas, et hop, l'affaire est évacuée. Je souhaite qu'on en parle, car douleur, il y a bien évidemment des intensités, une gamme de douleurs. Cette douleur, je souhaite de toute façon que l'on en parle. Je n'ai pas le temps de développer. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté le travail vraiment très intéressant de cette femme qui, bien évidemment, en convoquant Freud pour Totem et Tabou, en convoquant surtout Lacan, explique combien chez les sujets contemporains, il n'y a plus la nécessité de marquer le corps pour indiquer un statut social, une étape clé de la vie. Pourtant, à travers les traces qui sont laissées sur le corps chez les sujets tatoués modernes, s'exprime un désir que leur corps devienne leur mémoire. L'inscription fait trace, cette question de la trace, évidemment, est tout à fait essentielle d'un événement passé. Elle indique aussi que quelque chose a disparu. Pour les sujets modernes, elle parle, et c'est quelque chose que je trouve tout à fait intéressant, de processus d'écriture, au sens où Lacan définit le symptôme tel que, s'il peut être lu, c'est qu'il est déjà inscrit dans un procès d'écriture. Lacan évoque, et ça vraiment j'ai trouvé ça tout à fait intéressant, et j'ai relu la chose de près. Lacan évoque la question des scarifications et des tatouages de façon plus ou moins directe, comme une marque ou comme un trait pris dans le tissu des relations symboliques, mais aussi dans une dimension érotique. En 1964, dans les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, il énonce, je cite rapidement, « Mais d'être irréel, cela n'empêche pas un organe de s'incarner. Je vous en donne tout de suite la matérialisation. Une des formes les plus antiques à incarner dans le corps cet organe irréel, c'est le tatouage, la scarification, l'entaille. La question de l'entaille m'intéresse. L'entaille a bel et bien la fonction d'être pour l'autre, d'y situer le sujet, marquant sa place dans le champ des relations du groupe, entre chacun et tous les autres. Et en même temps, elle a de façon évidente une fonction érotique, que tous ceux qui en ont approché la réalité ont perçu. Troisième dispositif de cette thèse, c'est du masochisme à la jouissance. Pas le temps de développer, on verra si tout à l'heure on a le temps d'y aller. Je n'ai pas le temps de... Si quand même, ça j'ai absolument envie de revenir à Dan et à ce qu'il dit. La notion de terminologie, le terme qui est utilisé pour nommer l'acte du tatouage, c'est ancré. Cette notion de ancré, elle m'intéresse dans la mesure où j'ai envie qu'on réfléchisse à la triade suivante, ancré, E-N-C-R-E-R, ancré, A-N-C-R-E-R, ancrage, A-N-C-R-A-G-E. On s'en fait un truc à 2 balles, mais je pense que c'est intéressant. Ces personnes cherchent à jeter à l'eau l'encre dans l'autre, à l'accrocher dans leur mode de jouissance. Ça m'intéresse. La question du regard, le regard chez Lévinas notamment, le regard de l'autre, est sollicité sans arrêt par les inscriptions sur le corps qui sont un appel au lien. Donc les dessins, les lettres, les marques, elles s'adressent à l'autre, elles attendent un destinataire. Donc la notion de destinateur-destinataire est une chose dont je veux qu'on parle ce soir. Autre point, si on se réfère au stade du miroir, Lacan montre l'instant de jubilation où l'enfant placé devant le miroir s'y reconnaît et est reconnu par l'autre. Le moi s'y constitue en tant qu'il est imaginaire, et plus précisément spéculaire. Tout ce qui est de l'autre, du narcissisme, passe par le spéculaire, dans la rencontre primitive du petit homme avec son image. L'enfant ne se voit pas par son propre œil, mais par l'œil de la personne qu'il aime ou déteste. Le tatoué se fait-il ancrer pour se sentir regardé, ou alors pour, et c'est aussi un mot de Lacan, effracter le regard de l'autre, écorcher le regard de l'autre, attirer le regard de l'autre. Tout ça m'intéresse. Le sujet tatoué se regarde, mais il rencontre aussi le regard de l'autre. Il veut se faire voir, il veut se regarder comme si la pulsion exhibitionniste chez les tatoués était à l'œuvre, mettant de côté la facette voyeur. Est-ce qu'on peut parler d'un recours au tatouage comme d'une substitution directe ou par détour d'une jouissance sexuelle manquante?
C'est comme si, pour que la jouissance sexuelle ait lieu, le sujet devait être marqué, comme s'il avait besoin d'une trace inscrite sur son corps. Puis il y a la question du dessin, de la marque, du motif. J'ai parlé tout à l'heure de la question d'ornement, qui laisse une trace qui vient rappeler à la mémoire la douleur versus le plaisir. Ce tandem-là, je veux qu'on en parle. Douleur versus plaisir ou plaisir versus douleur, comme vous voudrez. La trace laissée sur la peau renvoie à ce moment généré par l'autre à sa demande. La personne qui s'est tatouée, d'une certaine façon, on peut dire qu'elle s'est incorporée cette représentation. Soumis à son propre regard, un souvenir et une sensation reviennent sur la scène, comme une manière de réévocation de cette expérience de douleur corporelle comportant une érotisation qui a permis que le sujet sente son corps. C'est une façon de faire son corps, de refaire son corps, Ricoeur aurait dit de reparcourir son corps, de refaire connaissance avec son corps. Toutes ces questions-là sont tout à fait fondamentales. J'avais dit du côté des sciences humaines et sociales, j'ai été hyper rapide. Du côté de la psychanalyse et de la clinique, j'ai été très rapide. Le dedans chez les tatoueurs eux-mêmes, j'ai pas envie d'en parler avec des gens qui savent les choses 100 fois mieux que moi, à savoir les invités de ce soir. Ça m'intéresse précisément que les artistes disent ce qu'ils ont à en dire. Là aussi, la question qui m'intéresse, c'est la question du dessin. Et comment est-ce que le dessin, je le répète, le dessin versus la page, pourquoi est-ce qu'à un moment donné la page devient la peau? Et pourquoi est-ce que c'est la peau qui est la page? Pourquoi ce besoin d'inscription totale et durable, loin de l'éphémérité d'une feuille de papier? Ce sont des questions qui me paraissent tout à fait fondamentales. Donc, et j'ai déjà trop parlé, je veux qu'on réfléchisse à des communautés ce soir. Et peut-être que je me trompe, peut-être qu'il n'y a pas de communauté, la preuve en est ce soir, on n'est pas une communauté, on est des gens qui s'intéressent à la question de... Mais il y a des communautés, la communauté des tatoueurs, la communauté des tatoués, la communauté des chercheurs en sciences humaines et sociales, la communauté des gens du côté des sciences exactes, la communauté des gens qui travaillent sur les neurosciences, la communauté aussi des médecins, puisque la question de l'hygiène aussi relative au tatouage est intéressante. Alors je dévale la liste des mots-clés et des mots-valises, parce que mots-clés j'ai horreur, des mots-valises qui m'intéressent ce soir et qui peuvent servir peut-être de passation à mes invités. La notion de communauté, la notion de religion, d'art, de design, de corps, d'érotisme, de peau, de pornographie, de métamorphose, de sexualité, de scarification, de code, d'identité, de douleur, de monstration, de beauté, de laideur, de secret, de mécanisation, d'exception culturelle française, de derme, d'esthétique, d'esthétisme, de performance, de hiérarchisation, de lexique, d'hygiène, de soi et de l'autre. Voilà ce dont j'ai envie de parler ce soir. J'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup de questions, mais j'ai surtout envie de vous entendre. Et je vous remercie infiniment d'être là ce soir et d'avoir accepté mon invitation. Merci. Merci. Je ne sais pas comment vous voulez qu'on organise les choses. Est-ce par des séries de questions? Est-ce que vous voulez présenter votre projet? L'École nationale supérieure de création industrielle, les ateliers, puis ça va. Et donc l'idée avant le tatouage, ce qui nous intéressait, c'était vraiment l'outil. C'était à chaque fois de l'interpréter, l'outil qu'on pouvait même de rencontrer. Et là, c'était assez récent. Il venait de recevoir pas mal d'imprimantes 3D avec tout le fantasme que ça générait. Et donc on a profité d'un workshop pour s'en emparer. D'ailleurs, c'est assez drôle, on entendait tout à l'heure parler de 95%. Je ne sais pas comment les gens arrivent à définir le pourcentage, mais en tout cas, très rapidement, on a été confrontés au pourcentage par des designers invités, nous disant, comme une personne était soi-disant tatouée à 75%, donc il y avait une sorte d'autorité. Et nous, ne l'étant pas à 75%, on pouvait difficilement intervenir sur le tatouage. Voilà. Donc on est on est 3 en fait, on est les inventeurs de cette machine, la première et seule machine robotique de tatouage. Donc Johan, Sébastien est étudiant à NYU, il est en ce moment à New York, et moi.
Donc voilà Sébastien au centre. Et donc au départ, comme on vous a dit, c'était d'hacker une imprimante 3D. Donc on va vous montrer, on avait simplement modifié un patron. C'est grave. Donc ouais, là c'était effectivement un petit peu les prémices de notre aventure, et on s'était lancé dans un cœur perdu, j'allais dire, dans le développement de ces expérimentations, où pour le coup, accrocher plutôt qu'un extrudeur qui permettait de déposer du fil de plastique, un dermographe et une aiguille qui nous a permis pour le coup, cette fois-ci d'ancrer de la peau, tout d'abord en silicone, synthétique du moins, et puis assez rapidement par la suite, la peau humaine, puisque c'était vraiment notre objectif, de ne pas simplement se contenter que de tatouer des choses peu pérennes. C'était vraiment de contraster en fait avec ce que nous permettait l'imprimante 3D, à savoir faire des pièces de plastoc qui seraient en fait quelque part très éphémères, qui seraient bonnes à jeter à poubelle lorsqu'elles sont pas parfaites, lorsqu'elles sont pas réussies ou lorsqu'on a décidé de modifier un petit peu la forme. Est-ce que je peux tout de suite, excuse-moi de te couper, te demander chacun de vous trois à quel moment vous en êtes dans votre pratique du tatouage, au moment où vous décidez de vous lancer dans cette aventure de la machine? Un petit peu comme tu le disais, en fait, j'ai envie de dire, Pierre et moi, on fait peut-être un petit peu la balance ou l'équilibre, dans le sens où, très simplement, Pierre était déjà tatoué avant de commencer le projet. À l'inverse, moi, j'en avais aucun. Et c'est du coup le troisième, excuse-moi, et le troisième n'en a pas. N'en a pas. Quand même, est-ce que vous pouvez expliquer cette constitution de ce trio? On aurait pu penser que, puisque je parlais des communautés, c'était parce que vous veniez de la même communauté que vous aviez éventuellement réfléchi à ces codes et ces habitus des tatoués que vous aviez envie de vous rejoindre. Pas du tout, si je comprends bien. Donc là, c'est ce qui fait le premier lien social au départ, c'est l'appartenance à l'ENSI. Et donc, c'est presque, à vous entendre là, mais peut-être que je me trompe, expliquer, est-ce que le tatouage est prétextuel pour tester une machine, ou est-ce que la machine est pas du tout prétextuelle, elle est fondamentale parce que la question du tatouage vous habite, vous hante, vous intéresse, et que vous avez envie d'y réfléchir plus en profondeur? Clairement, moi j'ai l'impression que, je ne sais pas si on peut vraiment mettre l'un des deux aspects en avant par rapport à l'autre, dans le sens où c'est comme Pierre a pu l'introduire, effectivement la question de l'outil pour nous est de toutes les façons primordiale et essentielle. Et c'est vrai que le tatouage est venu ici comme une espèce de réponse un peu, même pas qu'un peu, mais très pertinente finalement à cette question de la durabilité ou du coup, plutôt presque du côté un peu ludique et très éphémère que pouvait nous proposer une imprimante 3D. Donc j'ai un peu l'impression que ces deux pôles sont venus et sont apparus un peu de manière simultanée quelque part. C'est vrai que la rencontre du coup qu'on a pu avoir il y a quelques années, Pierre et moi, a permis de faire émerger cette notion et cette idée de tatouage robotique. Pierre étant déjà tatoué et ayant une connaissance un petit peu plus accrue, j'allais dire, de cet univers-là. Et toi, sachant que Pierre est tatoué, ne le sachant pas? Je sais même pas si ça faisait... C'est important, je veux dire, on parle de ces questions de monstration et de non-monstration. Est-ce que le sujet et le débat étaient engagés entre vous en sachant qu'il y avait un tatoué et un non-tatoué, ou est-ce que la question n'existe pas? C'est une fausse question. En tout cas, on s'est rendu compte très rapidement que c'est des choses qu'on évite régulièrement, que ce soit lors de conférences, lors de conventions ou sur des événements, de parler de notre pratique par rapport au tatouage. Alors c'est vrai, c'est pratique maintenant de montrer. Moi je crois, excuse-moi, mais je crois que c'est totalement fondamentalissime. Moi je pars du principe que tout ce que je dis, je le dis depuis qui je suis et d'où je parle. Donc moi ça m'intéresse de savoir, si vous ne voulez pas répondre, vous ne répondrez pas, hein, mais ça m'intéresse de savoir pourquoi vous engagez dans cette aventure-là, parce que c'est forcément, vous le faites depuis le point de vue qui est le vôtre, à la fois fondation intellectuelle, esthétique, artistique, et aussi histoire personnelle. On ne s'engage pas là-dedans par hasard, je ne le crois pas, ou en tout cas j'ai peine à le croire.
ni à titre personnel et encore moins dans un consortium à 3. En l'occurrence, pour nous, c'était assez étonnant de revendiquer le fait qu'on soit tatoué, parce que la première opposition qu'on a pu avoir, c'était Monsieur 75% qui nous interdisait d'utiliser cette machine, en tout cas d'en faire cette chimère, en tout cas de rassembler un dermographe et une imprimante 3D, et donc tout ce que la chimère peut engendrer. Et bien sûr, comme Monsieur 75% représentait un peu l'autorité, beaucoup de designers se sont rapprochés, ont suivi son raisonnement, comme quoi on n'avait pas le droit, et encore moins dans une école de design, d'intervenir sur le corps et sur le tatouage. Donc c'était plutôt intéressant les premières rencontres. Donc c'est pour ça, très rapidement, toutes les expériences qu'on a pu faire, on essaye de disparaître. On met davantage la machine en avant, et les personnes qui vont être tatouées, pas trop, parce que dernièrement on était tellement hors champ que ça a provoqué, bref, ça peut avoir des incidences. Mais non, à aucun moment, en tout cas, ça faisait sens. Oui, j'entends bien. Mais tu vois, l'idée c'est comment on fait hors champ dans quelque chose qui a à voir avec l'intime et le derme. Moi, je veux bien être hors champ dans tout ce qu'on veut, mais alors être hors champ là-dedans, c'est un peu complexe. Donc, je voudrais que vous m'expliquiez comment est-ce qu'on se met hors champ sur un objet comme celui-ci, et comment, c'est ce dont on avait parlé pendant ce café, aussi, il y a l'intermédiation de la machine. Est-ce que cette intermédiation, elle vous gêne, elle vous plaît? Est-ce qu'elle crée éventuellement une distorsion tatoueur-tatoué? Est-ce qu'elle constitue un troisième acteur? Est-ce qu'elle vous permet justement de vous cacher, de disparaître derrière la machine? Enfin, toutes ces questions-là de prolégomène et de pourquoi la machine, pourquoi vous et la machine, pourquoi vous disparaissez sous la machine, avant qu'on parle de la machine, j'aimerais bien qu'on résolve en tout cas un certain nombre de questions pour que la place soit nette et après on sait d'où on parle. Absolument. En tout cas, nous, de façon extrêmement pratique, le fait de disparaître derrière la machine, et même ne serait-ce que par rapport à la production de tatouage, on essaye au maximum de ne pas lui donner une identité trop forte, parce qu'on sait très bien qu'il y a une grande partie des tatoueurs, je parlais de communauté, je parlais de je ne sais pas, je parle de choses que je ne connais pas. Hein, mais on s'est dit, si on rentre, si on affirme un style trop fort, ben on va... nous, notre machine, on développe cette machine dans un but de commercialisation, comme un nouvel outil pour les tatoueurs. Donc vraiment, l'idée, c'est que chaque tatoueur puisse se l'emparer et ensuite proposer des nouvelles choses avec ce nouvel outil. Donc à aucun moment répéter ce que savent très bien faire les tatoueurs avec l'existant, mais d'autres entrées. Donc c'est pour ça qu'on essaye vraiment, volontairement, d'intégrer aucune scène. On pourrait faire assez facilement, notamment par rapport au premier motif qu'on a pu voir, ce cercle parfait. Mais ouais, on travaille avec on travaille beaucoup avec des tatoueurs, et on met en écho tout ça, que ça soit quand on travaille en échange avec des ingénieurs qui nous encouragent à faire une machine extrêmement lourde. On travaille avec des tatoueurs qui nous parlent davantage de souplesse, de légèreté. Et donc, bien sûr, on entend les deux, et on va aussi dans la direction aussi de cette tatoueuse, en l'occurrence, Caro Wilson, avec laquelle on a développé sur une de nos têtes une tête justement extrêmement souple qui permettait de prendre en compte tout le relief du corps et de réagir par l'inertie et par la gravité de l'outil. Donc voilà, donc de pas aussi, c'est une question que je disais tout à l'heure, de rien imposer au corps en fonction de la pratique du tatoueur. Donc voilà, donc par certaines pièces on est en pure projection, et d'autres pièces on est vraiment davantage dans un échange entre le tatoueur ou la tatoueuse et le ou la tatouée. Je répète, est-ce que justement cet échange d'intimité tatoueur-tatoué, est-ce qu'il est gêné par l'intrusion d'une machine? Est-ce que la machine, même si elle n'est pas considérée comme une machinerie lourde, mais au contraire comme un usinage léger, qui est, je pense, l'esprit même de ce qui se fait à l'ENSI, hein, quelque chose de léger et qui n'est pas énorme, est-ce que quand même c'est intrusif? Et est-ce que, pour que les choses soient bien connues de beaucoup d'entre nous ici qui ne sont pas du tout familiers de l'affaire,
Tu peux revenir sur les conditions de production et de fabrication de la machine, comment elle est médiée, cette machine, et ensuite comment est-ce qu'elle est reçue, c'est-à-dire, j'entends par reçue même là de façon ultra binaire, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des gens qui la rejettent en disant non, pas question, je souhaite du derme à derme, et du tatoueur tatoué 100%, ou au contraire, d'autres qui vont y voir un phénomène de massification et d'optimisation peut-être d'un tatouage, parce que le tatouage serait usiné. C'est peut-être ces trois moments-là, ces trois espaces-temps que j'aimerais que vous nous racontiez. Fabrication, médiation et d'ores et déjà à chaud et à moyen terme, comment c'est reçu. Bien sûr. Sur la scène française et internationale, parce que les cultures évidemment sont différentes. Absolument. En tout cas, pour ce qui est du volume, on a bien compris le rapport entre la personne qui vient se faire tatouer et notre machine. En tout cas, souvent, on a beaucoup de demandes, de nombreuses personnes veulent se faire tatouer avec notre machine, mais on privilégie déjà se tatouer nous-mêmes pour avoir un suivi. C'est pas la même chose entre le moment où tu vas tatouer, le lendemain, la semaine, le mois suivant. Donc on travaille avec beaucoup de tatoueurs, et toutes les personnes qu'on a pu tatouer, ils nous disent qu'ils n'ont jamais eu un rapport aussi une telle attention. Voilà, on n'a jamais pris autant soin d'eux, entre guillemets. Donc voilà, donc il y avait aussi après, ça va, encore une fois, ça va dépendre vraiment de qui utilise la machine. Pour nous, ça ne nous paraît pas antinomique. Après, on peut imaginer s'il y a un opérateur pour 2 voire 3 pour plusieurs machines, on ne va pas avoir la même relation. Et en même temps, on n'aura sûrement pas les mêmes tatoués. On n'aura pas la même demande. Quand on a préparé un peu cette séance tous les deux, tu m'as dit que tu souhaitais donc expérimenter ou sur ton corps, ou enfin Joël aussi sur le sien, ou le troisième, j'ai oublié le prénom, pardon, Sébastien, que vous expérimentiez les choses et que vous souhaitiez être présent à chaque fois que la machine était utilisée. Ça veut dire que pour l'instant, vous n'avez pas encore délégué la machine, vous êtes acteur agissant de la machine, et est-ce que vous envisagez d'être toujours acteur agissant de la machine, c'est-à-dire toujours en présence de la machine, donc finalement tatoueur tatoué ça reste, c'est simplement qu'il y a une prolongation mécanique du geste, hein, mais c'est la question du geste justement, ou est-ce que vous envisagez, parce que tout à l'heure tu dis on s'installe dans une démarche clairement SIC commerciale, une machine qui pourrait se balader toute seule et être utilisée par plein d'autres gens que vous, donc le côté attachement, détachement de vous à la machine. Et justement, ça pose la question aussi, pardon, j'essaye de penser à ce que je ne dois pas oublier, c'est une machine voilà, qui peut fonctionner en dehors de vous, et à ce moment-là, on se trouve dans un processus d'industrialisation de la machine, et ou bien est-ce qu'on reste dans un processus artistique, esthétique et personnel, ce qui nécessite précisément que vous soyez toujours là, puisque vous exercez une performance qui est signée de vous trois et ou de l'un d'entre vous. C'est pas la même chose. Et ça explique la délégation ou la non-délégation et le caractère présentiel ou absent. De pouvoir utiliser dans le futur des robots et des ordinateurs pour pouvoir tatouer les gens. Donc ici on a un champ, j'allais dire, qui est très riche et qui est très large pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir tester, pour pouvoir aussi bousculer un petit peu les mœurs et les a priori de certaines personnes. Et par la suite, donc ça c'est sûrement dans une seconde phase, fort de toutes les réactions et puis de toutes les retours qu'on aura pu avoir dans cette première phase, d'affiner un petit peu notre idée, notre concept, et puis à ce moment-là de commencer à concevoir, à produire cette machine qui par la suite sera utilisable par d'autres personnes. J'ai un peu le sentiment qu'il y a comme ça des différents niveaux. Nous, on s'inscrit un petit peu dans toute cette progression-là. J'allais dire, on apprécie, on apprécie de bosser sur ce projet-là, donc clairement, on apprécie chaque étape. Et on n'a pas dans l'intention, en tout cas, d'en laisser passer certaines ou de laisser les choses se faire sans qu'on puisse avoir aussi un regard. C'était super important pour nous assez rapidement en fait, de continuer à être vraiment porteur du projet. Pas mal de personnes en fait, au cours de nos différents voyages ont pu exprimer des idées un peu comme ça, de dire ben voilà, on pourrait imaginer un tatou-maton dans les gares SNCF ou
ou dans des boutiques d'esthéticiennes, enfin des choses qui nous paraissaient nous un peu bizarres. Alors, je ne dis pas que ça n'existera pas dans le futur, d'ici quelques dizaines d'années, ou par nous, par des gros industriels, des grosses multinationales, qui auront sûrement plus de moyens pour produire ce genre de machines. Néanmoins, on avait en fait cette conviction et cette volonté de continuer à rester très proche du projet et de cette idée pour pouvoir l'affiner et être encore plus pertinent et être encore plus proche finalement des gens qui l'utiliseront dans le futur, à savoir les tatoueurs, la communauté à qui on veut travailler, en tout cas, et à qui on dédie cette idée. Est-ce que tu penses donc que c'est une communauté donc avec une très forte identité géographique et donc que la machine va devoir, entre guillemets, se courber à chaque identité parce qu'il y aurait une demande sociale française, une demande sociale anglo-saxonne, une demande sociale asiatique, une demande sociale africaine, que sais-je, ou est-ce qu'il y a, enfin, voilà, les traits génériques qui sont attendus et les hyper-identités. Là, tu parles de voyage, que moi j'entends au sens de voyage d'études. J'imagine que c'était pour vous aller voir non seulement des industriels pour savoir comment faire, mais aussi identifier et cibler la communauté. Et donc, comment est-ce que la machine est adaptable et à des multiples communautés, et on l'a dit, et je l'ai dit trop vite et n'importe comment en tête, je m'en excuse, à des multidésirs, puisque par définition, un homme et une femme, un tatouage, ou des tatouages. Donc, comment faire pour trouver une cible, comment faire pour être dans la non-appartenance à une famille, ce que vous ne voulez pas, et comment faire aussi pour que votre machine soit signée de vous avec votre ADN esthétique. Tout ça, c'est plein d'oxymores, plein de contradictions, c'est pas simple, je pense. Oui, effectivement, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a clairement trois... Il y a l'aiguille, il y a le dermographe électrique, soit rotatif, soit électroaimant, et nous, on espère avec notre machine, justement, suivant les continents, les gens travaillent plus ou moins avec les mêmes outils aujourd'hui. Et d'ailleurs, du moins le tatouage japonais a été aussi bien par des Suisses, par Philippe Leu, Mick, qui ont un peu qui l'ont réinterprété aussi. Et d'un seul coup, c'est devenu, il y a eu un revient sur le tatouage japonais à un moment, mais ça venait de Lausanne en l'occurrence. Donc voilà, après, nous on s'est dit au départ, ouais, c'était sympa de façon très vandale, on a pris une imprimante 3D, on vous a montré, on a enlevé l'extrudeur et on a mis un dermographe et on n'avait pas travaillé sur le palpeur, donc on y allait, on ne savait pas trop à quoi ça allait ressembler, mais on avait besoin tout de suite de se confronter au réel. Et donc en l'occurrence, on ne voulait pas spécifiquement. On avait déjà inventé cette machine-là, donc on a proposé, il y a plein de gens à l'école qui voulaient se faire tatouer. Bien sûr, on ne l'a pas fait à l'école parce que c'était interdit. Donc et la personne qui se fait tatouer, en l'occurrence, il était vierge de tout tatou, et finalement, maintenant, il a des tatouages faits à l'aiguille, sans électrique. Bref, c'est plutôt une belle entrée, on s'en est rendu compte aussi bien sur des interviews, sur différentes rencontres, que des personnes, ça leur permettait aussi d'avoir un regard qui était autre chose que justement toutes les maladies ou quelque chose que peut amener le tatouage par notre machine. On l'a vu avec pas mal de choses. Donc voilà, donc on aime bien cette porosité entre les différentes scènes, mais à aucun moment on est... du moins, très rapidement, on s'est dit, ouais, super, on a fait de façon très vandale. Ouais, ça peut être un coût, ça peut être de l'ordre de la performance, mais si on allait jusqu'à la commercialisation, c'était pas rien. D'un seul coup, on s'est rendu compte que de mettre sur le marché une machine qui va pénétrer le derme, ça demande beaucoup de tests. Excuse-moi, vous êtes le premier prototype, il n'y a aucune autre machine dans le monde? Aucune autre machine. Après, il y a eu des choses, notamment il y a eu Chris Ecker. C'était drôle parce qu'on a fait la même résidence à San Francisco.
Et lui, clairement, on savait que sa machine n'existait pas. Elle est présentée comme si elle existait, mais... C'était quand? Parce que nous, on ne Ça, sait pas les chronologies, tout ça. C'était Chris Secker, 2014. Ouais, c'était peut-être. Ouais, non, c'était 2013, donc c'était 2012 peut-être. Mais en tout cas, c'était très proche. Mais sinon, il y a une personne qui est extraordinaire, mais là, justement, autrichien, sûrement très inspiré par les actionnistes. En tout cas, on sent, surtout que tu parlais de l'environnement, et qui a fait un travail magnifique, c'est Niki Passat, et qui, à partir d'un palme, il avait adapté un dermographe au goût du palme, qui était très très différent, mais voilà, c'est peut-être le lien le plus proche qu'on peut avoir. Sinon, on reçoit régulièrement des mails, des choses comme quoi des gens ont eu la même idée que nous et ils bossent dessus et on n'a rien vu. Donc voilà, mais oui, c'est... Donc si les choses ne sortent pas, c'est quoi? C'est des frilosités, c'est la lourdeur du système, c'est l'inaboutissement. Est-ce que c'est le fait aussi déjà que vous êtes breveté et que maintenant, entre guillemets, il y a une marque qui se crée autour de votre machine? Je sais pas, mais c'est compliqué en fait. C'est compliqué. Alors maintenant, c'est moins compliqué. On peut sûrement de sortir une machine aujourd'hui. Mais oui, non, ça demande plein de... Nous, elle n'est pas encore commercialisée. On a des prototypes, fonctionnels. Mais voilà, c'est... Il y a toute une durée qui n'est pas compressible, qui est nécessaire. Donc voilà, mais effectivement, on était surpris quand on a sorti les premières vidéos. On l'avait retardé d'une semaine, 2 semaines, et après on s'est dit, ah, mais ça va sûrement... En fait, les premières vidéos, on les a sorties il y a plus de 4 ans, et pour l'instant, on n'a rien vu, ça change. Voilà. Donc, mais nous, on continue, les gens aussi voient qu'on est bien avancé. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler, moi je suis toujours intéressée par le travail créateur, votre processus de travail. Comment est-ce que vous fonctionnez avec ce caractère expérimental et auto-expérimental, expérimental avec les autres, sur quels autres? Ça m'avait intéressé que quand vous avez pris ce café, que tu dises oui, entre guillemets, je dis ok à X, mais peut-être pas forcément à Y, donc c'est-à-dire bien qu'il y ait une relation duelle qui se crée, voilà. Est-ce que tout ça repose sur des codes impensés, dit, oui, non, pourquoi, enfin, excusez-moi, mais moi, tout ça m'est très étranger. Donc voilà, l'idée de l'autopratique, revenir sur la notion d'autopratique pour valider la machine. Après tout, tu pourrais dire aussi, je vais la valider ailleurs, hein, que sur mon propre corps. Pourquoi l'autopratique et pourquoi le choix des cibles? Et voilà. En l'occurrence... Et pardon, et dernière question, est-ce qu'il y a des commandes que vous décidez que vous ne voulez pas honorer, c'est-à-dire qu'il y a, oui, c'était la question que je voulais poser, est-ce qu'il y a une charte que vous avez définie en disant on fait ça, 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 mais ça, jamais, 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 où tout le territoire est ouvert, il n'y a aucun interdit, aucune bordure, aucune censure. Ça me paraît des choses très importantes. Ou est-ce que c'est une charte évolutive en fonction des gens? Enfin, toutes ces questions-là, elles sont très, très, je pense, à la fois immenses, fondamentales, et sans être trop kantienne non plus, la notion de responsabilité est phénoménale. Bien sûr, de votre côté. Donc, bon, mais on parlait de tout ça. Je pense que c'est bien c'est pas mal pour nous de rebondir là-dessus. La notion de responsabilité, c'est aussi, et surtout pour ça qu'on passe beaucoup de temps déjà à préparer un tatouage, à préparer une expérience finalement. C'est un moment qui est encore pour nous très sacré quelque part, qui est très important et qui est très grave finalement. Donc, tu peux le rappeler, ce premier moment? Alors moi je voudrais... Le tout premier, donc du voilà, coup, c'est ce dont parlait Pierre juste avant, la première personne qu'on a choisie pour être tatouée, et là pour le coup ça a été un choix effectivement, puisque à l'ENSI en l'occurrence, pas mal de gens s'étaient proposés pour être le premier à recevoir le cercle parfait sur l'avant-bras. Voilà, on avait décidé de le faire sur la zone plus ou moins la plus plate qu'on avait à portée de main. C'est Antoine Goupil qui finalement a eu la chance de recevoir ce cercle. J'ai eu l'occasion de lui en reparler un petit peu hier. Il m'a montré ce cercle qui est toujours ancré pour le coup dans l'avant-bras. Il en est très fier. Et là, l'idée de choisir quelqu'un, du coup, comme disait Pierre, qui était vierge de tout tatouage, c'était aussi pour une espèce d'intuition qu'on a eue de se dire
ça devenait assez intéressant enfin, c'était déjà assez intéressant de pouvoir tatouer de la vraie peau. On s'était dit que ça le serait encore plus et peut-être encore plus impactant si ça pouvait être quelqu'un de complètement novice finalement dans ce domaine-là. Je reviens sur les notions de choses qui sont données comme ça, comme acquises. Je te cite à l'instant, Egoupil en était très fier. Moi je pose la question, pourquoi en était-il très fier? Et je crois qu'il y a plusieurs choses. Pourquoi est-ce que la notion de cercle parfait constitue une fierté? Pourquoi est-ce qu'il y avait une fierté? Pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de demandes sociales pour avoir ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire qu'une fierté? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un cercle dans le corps? Et qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir été le premier à tester la machine? Et en quoi éventuellement c'est constitutif d'une fierté individuelle et personnelle? Moi j'aime bien, alors quand les gens, enfin, quand on raconte cette anecdote, j'aime bien dire qu'Antoine aujourd'hui, enfin j'allais dire un argument de plus pour draguer les filles dans les bars. Il peut montrer son avant-bras en disant qu'il est le premier à être tatoué par un robot. Et il y a comme un espèce de, j'allais dire oui, une petite fierté. Je pense que c'est aussi le côté très innovant de l'idée et très précurseur en fait. Je pense que il y a cet aspect-là dans un premier temps. Surtout au stade dans lequel on était il y a quelques années quand on a démarré le projet, c'était aussi et surtout les gens qu'on a pu, qui ont été excités de pouvoir peut-être être tatoués autour de nous, c'était un petit peu se dire ah oui j'ai envie de tester, ah oui ça m'impressionne, ça m'intrigue, j'en suis très curieux, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça fait, et effectivement la plupart étaient déjà très tatoués. Évidemment, c'est des gens qui ont déjà l'habitude de recevoir de l'encre sous la peau et qui n'ont pas forcément peur de cette sensation. Et on avait Antoine qui lui avait aucun tatouage. Et on a trouvé l'idée de le choisir lui. Là, tu parles de la question de la perfection. Est-ce qu'il y a, tout ça c'est des questions rhétoriques, enfin c'est pas des questions non plus débiles, la question de la perfection du trait. Est-ce qu'il y aurait une perfection mécanique d'un rond parfait davantage que justement sans mécanisation, moins de perfection? Est-ce que la fierté peut naître justement d'une perfection archétypale ou inventée ou réputée comme étant parfaite et parfaite, oui, vraiment parfaite, parce qu'elle elle est mécanisée, passée par la machine? J'essaye de comprendre. Oui, bien. Nous, on s'est rendu compte, on a eu la chance de rencontrer vraiment des très bons tatoueurs, et effectivement au niveau de la dextérité, on a eu de nombreux sports en Russie sur des conventions, et on s'aperçoit. Excuse-moi, c'est pas sur des conventions. Sur des conventions de tatouage, où c'est un endroit où tout le monde se réunit. Explique ça, parce que voilà, c'est comme comme un salon, où là il y a pas mal de tatoueurs, souvent il y a comme il y a de nombreux tatoueurs, comme là c'était une convention un petit peu comme la convention internationale de Paris, c'est la même à Moscou avec un niveau très élevé, notamment au niveau de la dextérité. Donc là on s'aperçoit aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de cette machine-là, mais simplement on est dans un autre trait. On travaille avec des tatoueurs qui travaillent soit à une époque, soit à l'aiguille simplement, ou à l'électrique. Avec le tatouage produit avec notre machine, finalement, c'est encore même si on utilise les mêmes outils, le tracé est très différent pour eux. En tout cas, c'est un ressenti ou c'est une réalité esthétique? C'est un ressenti, et c'est un ressenti parce qu'après, et c'est pour ça qu'on est tatoué sur nos corps, on voit aussi comment le tatouage évolue. Et entre ce trait parfait au moment du tatouage et une année après ou 2 années, la peau elle continue à vivre, et effectivement un trait parfait va aussi légèrement évoluer pour être donc voilà, donc tout ça c'est. Mais pour quelqu'un qui connaît plutôt, qui a l'habitude des tatouages, il pourrait reconnaître ce qui est produit avec notre machine. Effectivement, on voit que ce soit sur des traits. La notion du dessin à main levée, dessin industriel, et la notion quand même pour le tatouage. Bien sûr, c'est un dessin qui est fait à main levée, mais il y a quand même toujours la pointe, ouais. Et le dessin industriel à la pointe.
pourquoi est-ce que les tatoués ont une préférence? Une préférence parce qu'il y aurait un caractère d'optimisation par la machine ou au contraire une signature visuelle différente? C'est ça que j'essaye de savoir, c'est est-ce que les gens recherchent une optimisation d'un trait, un trait différent? En fait, j'ai l'impression que les gens, enfin du moins tu dis les tatoués, je crois que c'est... peut-être que ce thème-là est assez intéressant. Quand quelqu'un est tatoué enfin, j'ai l'impression qu'il a moins cette appréhension du tatouage raté, ou du tatouage pas parfait, ou de la petite bavure, etc. Et effectivement, les gens non tatoués, peut-être, ont un peu plus de fantasmes quant à la machine, dans le sens où la machine ferait quelque chose de ultra parfait, qui serait exactement ce que j'ai imaginé ou ce que j'ai dessiné. Et donc, en fait, ben voilà, une fois que la personne est tatouée, quelque part, toutes ces espèces d'a priori, en fait, ils retombent un petit peu, ils redescendent un petit peu, que le tatouage soit exactement comme elle l'aurait souhaité, ou que le tatouage soit un peu moins parfait. Il n'y a plus tellement cette espèce d'appréhension. Et nous, en fait, on est très partisans du... bon, ben, le tatouage, c'est en tout cas, l'argument de la précision sur notre machine n'a jamais été notre argument principal, en fait. Et ça, c'est surtout, effectivement, un fantasme que les gens autour appliquent et apposent à notre projet. Et nous, assez rapidement, on explique que ben, tous les tatouages, que ce soit éventuellement un tatouage de quelqu'un de très expérimenté, d'un grand tatoueur ou un tatouage d'un tatoueur un petit peu moins expérimenté, évoluera de toutes les façons dans le temps, se modifiera un petit peu, et que cette notion de perfection, en fait, elle ne devrait pas être aussi importante dans l'action d'aller se faire tatouer, en fait. Et la question du care là-dedans, est-ce que l'idée qu'il y aura cette attention au corps qui serait faite dans la relation tatoueur-tatoué, est-ce que le care est plus important, moins important? Est-ce que c'est anxiogène par rapport à votre machine, que la machine n'assure pas précisément l'accompagnement par un care spécial? Ou est-ce que c'est le fait justement que vous soyez présent avec la machine? C'est vous qui assurez cette fonction de care? Jusque-là, oui. Oui, clairement. Ouais. Mais je ne sais pas, moi j'en ai rien. Enfin voilà, cette fonction d'assurance, réassurance, est-ce qu'il y a plus d'appréhension? Et j'aimerais quand même qu'on parle de cette question de la douleur, des seuils de tolérance. On a parlé également aussi quand on s'était vu ensemble d'aristocratie aussi. Je vais utiliser des mots qui sont nuls parce que je n'y connais rien. Qu'il y a quand même aussi, là, je sais pas, je voulais rappeler ce témoignage de Dan dont je parlais tout à l'heure, les genoux par exemple, donc seraient extrêmement douloureux. Est-ce qu'il y aurait donc des sortes de seuils de douleur à supporter qui font que les tatoués seraient considérés comme étant plus valeureux? Je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut utiliser. Est-ce qu'il y a cette notion de bravoure et de courage? Et ce sont des notions belles, fortes et très importantes là-dedans, hein. Réfléchir à cette notion de bravoure, de courage, et qui s'accompagne en même temps par assurance, care. Et est-ce que la machine, et sa francisation et sa traduction précisément, elle reste comme ça, ouais, quoi qu'il arrive, comme un label, comme une marque? Absolument. Et ça pose problème, ou cette identité, cette exception, ça partie d'une exception culturelle française que vous revendiquez, qui vous plaît? Ou est-ce que c'est des faits? Non, nous on ne revendique pas. On a juste la chance d'être en France, d'être à Paris, et on s'est rendu compte que c'était un super entraînement parce que c'était beaucoup plus dur ici. Dès qu'on quittait la France, on était super bien accueillis, et les fois où on était ennuyés, c'était par des Français. À Moscou, il y a 2 personnes qui nous ont cassé la tête, c'était des Français. Mais c'est cool, donc c'est un bon training. Après, quand on va dans n'importe quel pays, on est waouh, c'est sublime. Donc on est ravis de ça, on est très contents pour ça. Merci beaucoup d'être venu ce soir. C'était un très bon moment, court et voilà. Mais je rappelle que toutes ces séances sont filmées, seront pour partie mises sur le site de PSL, et que donc, dans 3 ans, il y aura un livre avec bien sûr les résultats des communications des différents intervenants. Merci beaucoup à tous. Donc normalement, on se retrouve le 7 mars, mais je ne suis pas certaine.